Le quatuor de Keys, du bot Keys dans le Wombat Café, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Wombat Café. J'ai l'honneur d'accueillir le quatuor qui est à l'origine du bot Keys. Enchanté. Peut-être vous présenter chacune à votre tour, comme ça les auditeurs et les auditrices pourront reconnaître les voix de chacune. Moi du coup c'est Anouche, bonjour à tous. Moi c'est Marine, bonjour aussi. Et moi c'est Emma, bonjour à tous. Et puis il y a Laure qui est pas là mais elle est dans nos cœurs. Et on pensait, ouais. Dédicace à Laure. Déjà on va vite expliquer ce que c'est Keys avant de débuter toutes ces questions qui sont plus philosophiques les unes que les autres. Mais donc Keys, qu'est-ce que c'est ? On pourrait dire que c'est un bot. Mais déjà, qu'est-ce que c'est un bot pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Ça nous permet d'automatiser les messages. En fait, tous les jours, il y a vraiment une partie technique. Et en fait, à 18-19h ou 20h, ainsi, ça nous permet d'envoyer le résumé de l'actu aux jeunes directement dans leur boîte de messagerie, Messenger ou Instagram. C'est ça, on ne l'a pas encore dit, mais donc Keys, c'est une manière de s'informer sur l'actualité de manière générale, politique, sociale, écologique. Il y a vraiment de tout. Comment ça se passe ? Vous êtes sur Messenger et Instagram, on envoie le mot s'abonner avec une apostrophe. C'est important ? Ouais, ça donne des résultats un petit peu rigolos. Des gens qui envoient aussi avec les guillemets, etc. Mais donc, on envoie s'abonner et puis ça déclenche le bot. Et le bot, en fait, interagit avec la personne. Et ça permet de s'abonner, donc. Et puis, on est inscrit dans une espèce de liste. C'est un peu comme une newsletter, au final, mais sur Messenger et Instagram. Et la prochaine fois, le soir d'après, on reçoit son premier résumé, quoi. On reçoit tous les jours, selon l'heure, sauf le week-end, parce que le week-end, il y a un test, un quiz. Ouais, des petits quiz pour nous donner déjà un petit peu de répit le week-end. Et puis aussi, c'est important de le week-end de faire autre chose. S'informer, c'est bien, mais on est consciente que parfois ça gave un petit peu quand même l'info. On reviendra là-dessus. En tout cas, là, on a un petit résumé de ce que c'est, un bot qui donne de l'information. Et tout ça, ça a commencé avec un travail durant vos études. Comment ça s'est passé alors ? Vous étiez dans un cours de prototypage et puis quoi ? Et puis la RTBF nous a lancé le défi de créer un format d'information qui soit innovant pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et donc on a réfléchi pendant longtemps. On pensait à une newsletter justement, à envoyer une notification. Et puis finalement l'idée est arrivée comme ça et on s'est dit faisons un bot. Et puis on a travaillé pendant des mois et des mois. Et voilà. Votre volonté à la base, j'ai l'impression avec les autres exemples que vous me donnez, c'était quand même de vouloir créer un système d'abonnement gratuit avec les autres. Vous êtes arrivé sur le bot, mais il y avait quand même la newsletter, il y avait quand même la notification. Pourquoi c'était important pour vous de vouloir absolument créer cette notion de régularité et d'abonnement ? En fait, c'était pas tant ça. Le plus important pour nous, c'était que l'information arrive à l'utilisateur et pas que lui doive aller la chercher en allant sur Internet ou en allant sur les réseaux sociaux. Ça venait déjà de base, je veux dire, sur les feeds d'actu et tout. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une notification pour qu'il voit et qu'il se dise « Ok, maintenant, j'ai mon résumé, je le reçois. » Et donc, il doit pas faire toute la démarche de devoir aller chercher l'actu. C'était surtout ça. Vous êtes directement intégré dans les réseaux sociaux des jeunes. Pourquoi vous avez choisi alors cette idée-là ? De ne pas vouloir l'enlever du réseau social et d'aller plutôt vers une application ou quelque chose qui est très presque élitiste où tu dois t'inscrire et vous avez choisi quelque chose qui est très jeune, même dans le médium. En fait, on voulait vraiment aller sur les applications de messagerie qu'ils utilisaient déjà, parce que télécharger une application, c'est une démarche en plus, il faut la télécharger, etc. Ici, on voulait vraiment aller où ils étaient. Et donc, Messenger et Instagram, c'est les deux réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes. On avait pensé à un moment à WhatsApp, mais c'est encore un système différent et c'est pas possible techniquement pour le moment. Et pour le moment, ça fonctionne assez bien comme ça, et Messenger est assez bien fait pour les bots. Instagram, c'est un petit peu différent, mais ça se développe et on voit qu'on a aussi un engouement sur Instagram, en fait.
Et vous avez créé donc ce bot grâce au cours de prototypage. J'ai jamais entendu de ma vie un cours de prototypage. Je savais même pas ce que c'est. Est-ce que vous savez vite expliquer ce que c'est? Et alors, comment s'est passé après votre première présentation face au professeur? C'est normal que tu en aies jamais entendu parler parce que c'est nouveau. C'était un cours qui, l'année passée, c'était la première année que l'UC Louvain donnait ce cours. Et en fait, l'idée, on a été très chanceuse. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment limite des cours particuliers. Il y avait plus de profs que d'élèves. Non, mais c'est vrai, on était super bien encadrés. Il y avait donc des gens des médias, nous de la RTBF, et alors l'autre groupe était suivi par Sud Info. Et en fait, l'idée, c'était que les profs, que ce soit du monde professionnel ou bien du monde académique, nous encadrent pour essayer de développer un nouveau format médiatique. Et une énorme force dans ce cours aussi, c'est que le titulaire du cours, le prof principal, il a une formation d'ingénieur. Et donc, ça nous a vraiment ouvert l'esprit à plein de possibilités. Vraiment, il a un autre regard que nos profs journalistes, quoi. Ouais, il était hyper pragmatique et donc il avait tout ce regard un peu technique, un peu utilitaire, si je peux dire ça comme ça. Il nous apportait le regard utilisateur que quand on est journaliste, on pense pas forcément, puisque nous, notre tâche principale, c'est l'info, quoi. Donc c'était hyper complet. Et vous avez fait quelles études pour avoir droit à ce cours de prototypage? Du coup, j'ai spoilé. On a fait toutes les 4 journalisme à l'UC Louvain. Là, vous êtes toutes les 4 diplômées. C'est ça. Comment se passe le monde professionnel quand on est journaliste? Je crois que c'est l'un des métiers les plus bouchés, les plus compliqués. Comment ça se passe? Ça se passe un peu différemment pour nous 4. On n'a pas toutes le même début de parcours. Mais moi, pour ma part, je travaille en partie sur Keys et en partie comme journaliste dans d'autres médias. Tu es pigiste? Je suis pigiste. Ah, ok. Je suis pigiste. Là, j'ai commencé chez Sud Info et maintenant, je travaille à la RTBF. Et donc, il y a Laure qui travaille au soir pour le web. Et puis, je ne sais pas si vous voulez raconter pour vous, les filles. Nous, chez moi, en fait, on est à temps plein sur Keys. Et donc, voilà, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et moi, je souhaitais personnellement m'y consacrer pour le moment. Et si ça continue, je pense que je continuerai à temps plein sur Keys parce que ça me passionne vraiment. Et j'aimerais bien vraiment qu'on travaille, par exemple, avec des écoles. Ce serait vraiment super d'avoir une utilité aussi pour les élèves en classe et qu'on puisse développer cet aspect-là, en fait. Je sais pas ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu fais pour le moment après avoir été diplômée? Donc après avoir été diplômée, je me suis lancée entièrement dans Keys parce que j'avais envie de bien faire développer notre petit bébé, mine de rien. C'est quand même quelque chose qui nous a demandé beaucoup de temps et qui nous tient très à cœur. Donc j'avais envie de me concentrer là-dessus. Et puis je verrai bien où la vie me mènera. On verra bien. Mais c'est intéressant parce que là, donc, vous commencez déjà à expliquer que Keys, vous l'avez gardé même après vos études. Comment on passe de ce côté vie d'étudiant où on a eu un groupe de travail, où on a pu travailler dessus dans le cadre de l'UCL, où on a des deadlines, on a quelque chose qui est très cadré. On arrive dans le monde pro, on peut faire ce qu'on veut, on peut sortir tous les jours, on s'en fiche. Comment on garde ce côté très sérieux, cette discipline, et puis continuer à le faire évoluer? C'est pas si facile que ça. Est-ce qu'on a beaucoup de guides quand on est étudiant? En tout cas, nous, on a eu beaucoup de guides et de très bons guides. Ça nous a vraiment aidés. Je pense qu'on s'attendait pas à poursuivre Keys après notre examen. Donc ça a été une bonne surprise. C'est quoi la suite de la question? Mais donc, vous avez été dans un student lab. Est-ce que c'est un Ouais. professeur qui vous a donné cette idée d'aller dans ce Ouais. student lab? Ouais. Ok. On nous a super bien recommandé. On nous a poussé en fait à avoir un regard entrepreneurial sur notre projet, à avoir plus loin, à essayer de le porter. Et puis donc on a eu ce début de collaboration avec la RTBF. Et donc pour la discipline, je pense que le fait d'être porté par ce projet nous pousse à être rigoureuse sans se forcer forcément à l'être.
C'était assez spontané, je pense. Et, voilà. Je pense que ça fait aussi partie de nos personnalités. Hein. Je pense que on est quand même des bosseuses de base, et donc les bonnes habitudes qu'on a construites pendant nos études, on a continué à les garder. Et vraiment aussi le Student Lab donc de Charleroi, ça nous aide aussi à continuer à avoir ces bonnes habitudes dans le monde du travail, parce que comme tu dis, il faut se mettre ses propres règles, quoi. On n'a plus des deadlines du prof qui nous dit dans 2 semaines il faut faire ça, il faut un peu se pousser à le faire. Vous avez eu une note à la fin du quiz ou pas? En fait, je viens d'y penser. Ouais. 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 Ok, ça devait être stressant de pouvoir d'avoir cette note, mais alors je me demandais, est-ce que garder cette motivation quand on est en groupe, est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il y a des avantages d'être en groupe, peut-être des désavantages aussi? Tu veux répondre? Oui, je pense qu'en fait, on se motive chacune mutuellement et on est vraiment très complémentaires dans tous les domaines, en fait. Et donc, on se complète super bien. Et au quotidien, oui, je crois que c'est une force parce que porter ce projet toute seule, ce serait vraiment compliqué. Et il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Donc, voilà, il faut se motiver au quotidien. Et... On se tire vraiment vers le haut, toutes les 4. C'est une belle amitié, c'est cool. Mais alors, je me demandais aussi, maintenant que vous êtes dans le monde professionnel, vous étiez dans un cadre étudiant qui a été très fermé. On arrive dans le monde pro et vous êtes un peu face à tout le reste du monde et donc aussi face aux autres médias. Est-ce que c'est facile de retrouver sa place là-dedans et comment on se sent quand on est un simple petit travail d'études, je caricature le truc, mais et puis qu'on se retrouve face à des géants comme la RTBF, comme Sudinfo ou quoi que ce soit. Comment on se sent et comment on arrive à trouver sa place? Au début, je pense que l'image des étudiantes, ça nous a aidé à avoir un peu de la sympathie envers nous. Mais il y a eu un moment où on a voulu quand même un peu se détacher de cette image. Parce que même si ça nous apportait de la sympathie, ça nous apportait aussi peu de crédit. Et donc, c'est vrai que 4 petites nanas... Enfin non, on n'est pas des petites nanas. Mais souvent, on nous appelle les filles, par exemple. Et donc, les filles, les gens le disent spontanément et puis disent « Ah non, on peut pas dire ça. » Déjà, c'est même pas femme, c'est juste fille. C'est les filles. Nous, ça nous dérange réducteur. pas profondément, mais c'est quand même... Ça montre quand même qu'on a ce côté... on est 4 femmes, jeunes entrepreneuses, et ça donne une image... face à ces grands médias, et parfois, on a quand même un peu peur de se faire marcher sur les pieds. Mais on essaye de se faire respecter, et c'est quelque chose qu'on apprend à faire, hein, c'est clair. Mais heureusement, il y a des gens très bienveillants à la RTBF, puisque c'est avec eux qu'on travaille. Des gens qui sont persuadés qu'ils ont un intérêt et qui essayent de nous défendre au sein de cette grande boîte. Souvent, on la compare à un grand paquebot. Parce que c'est vrai, hein, il y a plusieurs, je sais pas combien de personnes qui travaillent là-dedans, mais il faut quand même savoir convaincre la majorité des gens qui travaillent là, quoi. Est-ce que ça vous a fait du bien que la RTBF soit avec vous dans ce projet et assure et vous pousse à continuer? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez besoin? Et comment s'est passé le pitch avec la RTBF? En fait, ici... Est-ce qu'on en parle de Marine qui fait est-ce que tu veux... Le café n'était pas assez fort. Si tu veux... Non. En fait, ici, on est en test de 3 mois. Donc, on a déjà pitché pas mal de fois notre projet l'été passé, au mois d'octobre. Et on a décidé de faire un test qui va se terminer fin avril. Donc, on a encore peut-être quelques pitchs à faire. Mais voilà, on est motivés et on espère que ça va bien se passer. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les informations que vous proposez sur les réseaux sociaux avec le bot. Comment est-ce que vous choisissez l'information et comment vous établissez cette ligne éditoriale tous les jours? On avait cette volonté de proposer des sujets qui concernaient les jeunes et auxquels les jeunes tenaient. C'est-à-dire qu'on avait fait des questionnaires pendant notre cours, on leur a demandé ce qui les intéressait et ils nous ont vraiment dit qu'il y avait toutes ces thématiques qu'on dit engagées, féminisme, écologie, lutte contre le racisme, etc. Et donc il y a cette volonté de notre part de garder ça
et de proposer des sujets qui sont en lien donc avec ces sujets-là. Je dis quand même plusieurs fois le même mot dans la phrase. C'est pas grave, tu parles très bien. J'espère que j'écris mieux que je ne parle. C'est pas très grave, t'inquiète pas. Et donc, voilà, quand on fait notre sélection, on regarde les sujets qui peuvent vraiment les concerner. Typiquement, bon, c'est vrai que le prix de l'énergie, c'est important puisqu'il augmente, mais voilà, les jeunes, tout le monde ne paye pas déjà des factures. Et donc, parfois, on se dit que ça, à côté d'un sujet plus féministe, on va peut-être plus choisir le féministe. Après, bon, ça dépend évidemment. C'était peut-être un exemple bancal, mais voilà l'idée. Il y a des nuances, bien sûr, mais alors je me demandais, vous adaptez les sujets que vous allez prendre selon le public cible que vous avez. C'est important. Oui, mais on parle quand même des grosses infos de la journée parce qu'on pense que c'est important qu'ils aient aussi les grosses actus du jour pour pas passer à côté. Et parfois, si c'est un peu trop évident, on va essayer de prendre un angle différent ou plus des éclairages pour les aider à comprendre l'actualité. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de sujets qui les concernent et qui les intéressent, mais on garde cette idée de résumer l'actu aussi, en fait. C'est déjà arrivé que vous deviez voter pour un sujet que vous vouliez ou pas prendre? Oh, c'est arrivé moins de 5 fois, ça c'est sûr. Oui, et puis s'il y a un petit désaccord, après on en discute, on argumente, mais en général il y a un consensus et on termine quand même par faire un résumé qui nous parle et qui correspond à notre ligne éditoriale, ça c'est sûr. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a la responsabilité de choisir les infos que vous allez proposer, mais il y a aussi les infos que vous n'allez pas proposer. Comment est-ce que vous interprétez cette responsabilité ? Mais on est bien consciente qu'avec 5 infos par jour, on va pas pouvoir tout traiter. Ça, c'est clair. En fait, on essaye de voir le résumé comme une base pour après, s'ils veulent s'informer plus loin, ils ont au moins les infos vraiment de base qui vont pouvoir construire leur culture générale, développer leur curiosité. Par exemple, la politique, on a souvent l'impression que les jeunes, ça les intéresse pas. Mais nous, on pense pas que c'est le cas. En fait, il faut juste traiter de la politique différemment, avec des angles qui vont intéresser les jeunes, parce que les jeunes sont intéressés par la politique, mais peut-être pas de la façon traditionnelle à laquelle on pense de base. Mais alors, comment ça se passe une journée chez qui ? Est-ce que vous sauriez expliquer un peu ? Vous vous levez à 11h et vous commencez à travailler à 14h, ou bien dès 7h, on est parti, on écrit déjà les unes ? Il n'y a pas vraiment de journée hyper type. Ah ouais, c'est étonnant ça. Si. Il y a des trucs et qui sont vraiment essentiels. Le résumé, il commence autour de 14h. Ok. Mais vraiment, là, c'est la réunion de rédaction. Ça, on commence, on se met d'accord sur le résumé. Mais avant, il y a toute la partie où chacune s'informe de son côté. Ça, franchement, c'est une partie qu'on a parfois tendance à sous-estimer quand on n'est pas journaliste. C'est le temps que les journalistes prennent à s'informer. Parce que, évidemment, on travaille avec la RTBF et donc c'est une grosse source d'information, mais on ne s'informe pas que avec la RTBF. Justement, c'est important pour vous Ouais, c'est important de pouvoir... parce que parfois, la RTBF a plein de canaux. Déjà, par exemple, on va pas juste regarder le site web, mais on va aussi écouter la radio, regarder le JT. Donc ça, c'est juste RTBF. Mais aussi, c'est important d'aller regarder d'autres médias pour juste voir, tiens, qu'est-ce que eux vont dire sur ce sujet, et pouvoir aussi parfois comprendre mieux, parce que parfois, la façon d'écrire d'un journaliste, c'est pas celle d'un autre, et donc on va parfois mieux comprendre ailleurs, quoi. Et donc, donc t'es dans la journée. Oui, en fait, on publie aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, donc souvent sur la semaine, on doit consacrer des moments aux vidéos, aux posts sur les réseaux sociaux. Il y a aussi toute la gestion plus entrepreneuriale au quotidien. On a pas mal de réunions avec notre incubateur, entre nous. On présente souvent notre projet aussi. On a souvent... Comme dans un podcast. Ouais. Par exemple. Dans des cours ou même au sein de la RTBF, on a présenté notre projet plusieurs fois. Et donc, en fait, les journées sont un peu toutes différentes avec le résumé tous les après-midi, mais les matins sont assez variés, en fait. Est-ce que vous avez, après avoir fait vos unes, après que vous publiez vos unes, est-ce que vous avez
une sorte de monitoring des retours que vous avez, ou comment est-ce que vous jugez, ok, cette journée s'est bien passée parce qu'on a reçu beaucoup de retours ou pas, parce qu'il n'y a pas moyen, enfin ça fait quand même déjà plusieurs mois quasi maintenant que je suis abonné à ce bot, il n'y a pas moyen par exemple de vous donner un retour. J'ai pas l'impression. Comment est-ce que vous recevez des retours et comment est-ce que vous les interprétez? Alors, on a des retours chiffrés qui nous permettent de voir l'activité sur le bot, donc combien de personnes ont reçu, ont lu, sont allées jusqu'au bout. Après, c'est vrai qu'on ne fait pas toujours des sondages sur comment nos utilisateurs trouvent notre bot. On l'a fait. Mais après, s'ils nous envoient un message, même au bout du bot, en général, on va quand même regarder, on voit qu'il y a un message qui est différent de ce qu'on programme. Donc ça éveille notre curiosité, que ce soit sur Messenger ou sur Instagram. Ils peuvent répondre à nos stories, ils peuvent commenter sur nos posts. C'est vrai qu'après, on fait pas toujours des sondages et on pourrait en faire davantage. Mais on a quand même beaucoup de retours. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit c'est génial, avant je m'informais pas du tout et maintenant c'est un format court, rapide, Super cool ça. efficace, ouais, et ils l'utilisent quasi tous les jours. Il y a beaucoup de professeurs aussi qui l'utilisent parce qu'ils n'arrivaient pas à faire regarder le JT à leurs élèves et comme notre format est simple, rapide et on a essayé de le rendre ludique avec les boutons, les emojis, quelque chose de visuel quand même, bah ça apparemment ça fonctionne bien aussi donc on est contente. C'est vrai que voilà, la sélection des informations convient pas forcément à tout le monde, on essaye de contenter au mieux. Il y en a qui aiment pas trop le sport, il y en a qui sont plus intéressés par l'inter. Donc voilà, ça varie quand même, mais on essaie de trouver un équilibre pour autant que ça corresponde à notre ligne éditoriale et voilà, voir un peu ce qu'on peut faire pour contenter les uns et les autres. Dans ces propositions que vous faites sur le bot, il y a faire un break. J'étais vraiment étonné de ça. Est-ce que ça vient de votre part? C'était une initiative et pourquoi vous l'avez fait? Je sais pas à quel moment c'est venu Toi, tu sais, Anouche, vas-y. Donc, on était en train de brainstormer sur ce qu'on allait mettre dans ce bot et à la base, on voulait faire plein de choses. Et puis est venu, parce qu'on était en plein Covid et donc on parlait tout le temps du Covid. On était là, on n'en peut plus de recevoir tout le temps des infos du Covid. L'infobésité, c'est trop. Et vu que nous, on subit, si je peux dire ça comme ça, déjà l'infobésité, probablement que les utilisateurs la subissent aussi. Donc il y avait vraiment cette volonté de pouvoir permettre de juste déconnecter un moment et de sortir un peu de toutes ces informations qui peuvent clairement être anxiogènes. Donc si par exemple vous vous sentez submergé d'informations, vous allez faire un break. Si demain vous vous dites on parle trop de telles choses à la télé et tout ça, est-ce que vous allez moins en parler par exemple sur votre bot? Est-ce que vous vous adaptez avec les autres informations qu'il y a autour de vous ou c'est pas quelque chose qui va jouer? On est clairement influencé par les infos qu'il y a autour de nous, mais il faut essayer de trouver un juste milieu, une balance. Mais c'est vrai que, par exemple, la gifle, la fameuse gifle aux Oscars. C'était aux Oscars, hein? Oui. Ouais. Franchement, tout le monde en avait entendu parler. Que tu t'informes ou pas, on avait entendu parler à fond. Il y a eu une saga pendant 2 semaines là-dessus. Par exemple, là... En plus, c'est pas un truc essentiel, quoi. Enfin, ça va pas changer la vie des gens qui lisent notre bot que Will Smith soit finalement jarté des Oscars. Voilà. On en a parlé une fois, et puis Tayo, c'était fini. Et ceux que ça intéresse, ils trouveront bien un autre endroit où on va en parler plus en détail, quoi. Tayo. Tayo. Les petites expressions de Marine, c'était gratuit. Votre public cible, c'est 15-25. Qu'est-ce que vous pensez? Vous en avez un peu parlé de les jeunes et l'information, que c'était important de parler aux jeunes de la politique parce qu'ils sont intéressés. Comment est-ce que vous jugez le rôle de Keys avec les jeunes? Je pense que pas mal s'informer, mais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a un peu tout au même endroit. Il y a des faits, il y a des opinions et c'est important de les distinguer. Aussi, il y a pas mal de fake news. Donc, je pense que c'est important d'avoir un petit guide, peut-être qu'avec Keys, on a un petit guide où on leur permet de se repérer dans l'actualité. Mais je pense que certains s'informaient aussi par d'autres canaux. Mais nous, notre but, c'est vraiment de leur donner un résumé. Et avec ça, ils peuvent aussi avoir une opinion, avoir un esprit critique. Et voilà, et je pense que c'est important. Je pense que s'informer, c'est aussi un peu comme le rôle de l'école. Je pense que c'est un peu l'éducation
dans notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est nécessaire au quotidien, en fait. On ne prétend pas devenir le média principal d'information. On veut juste servir de base pour les jeunes, pour qu'ils ils savent un petit peu ce qui se passe. Mais à côté, s'ils veulent aller plus loin, il faut qu'ils s'informent davantage, quoi. Mais vous vous rendez compte quand même que Keys est devenu un peu l'un des symboles à Bruxelles et en Belgique de les jeunes et la police. Et l'information, ça va de pair. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas spécialement? Et le fait que je vous le dise, qu'est-ce que ça apporte chez vous comme réaction? Attends, tu penses ça, toi? Parce qu'on Ouais. Bien sûr, ouais. on n'est pas... Parce que, enfin, on est quand même au début, et on n'est pas... on touche quand même encore une minorité de jeunes. Bien sûr, Donc, bien sûr. Et nous, on est déjà très fiers de ce qu'on fait, mais je pense que il y a encore plein de publics qu'on ne touche pas. Alors, peut-être je me suis mal exprimé. Je ne dis pas que vous êtes le médium des jeunes. Ouais. Ce que je dis, c'est que ce sont des jeunes qui se sont réappropriés le monde de l'information qui paraît quand même très vieillot. Ouais. Vous l'avez un peu dépoussiéré avec quelque chose de nouveau. Vous êtes devenu un symbole de modernité dans l'information. Je ne dis pas que vous êtes les plus populaires, que vous avez maintenant 95% du marché de l'information. C'est pas ça que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous vous rendez compte que vous avez dépoussiéré ce monde de l'information? Et le fait que je vous le dise, est-ce que ça vous choque ou pas? Ça fait clairement plaisir. C'est un super chouette compliment. C'est sincère. Franchement, que tu dis ça, vraiment, on se dit chouette, on arrive à faire ce qu'on veut, notre souhait de base, on arrive à faire notre souhait de base, parce qu'il y a vraiment aussi cette idée de dynamiser le monde de l'information, qui aussi de l'intérieur qui se dynamise aussi, hein. Faut pas, moi j'aime pas trop dire que tous les médias sont trop vieillots, mais c'est vrai que le JT, je comprends que les jeunes, ça leur parle pas trop. Bah déjà, il faut être d'office à 19h30 devant ta télé, et sinon t'as perdu les titres et les trucs les plus importants. Après, on peut enregistrer. On peut enregistrer, mais enfin, faut faire la démarche et tout. Il y a des trucs super chouettes qui se font au sein des médias traditionnels, hein. Je pense que des choses bougent, mais par contre, je trouve que ce qui est chouette dans notre initiative ou dans plein d'autres initiatives, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui se bougent pour essayer de faire de nouvelles choses, c'est de voir de nouvelles têtes et pas toujours des adultes qui ont tout compris, nous, je veux dire, qui ont un peu... qui est un peu le monopole au sein des médias. Nous, on arrive avec peut-être des nouvelles idées qu'on doit tester, mais on se dit, au moins, on aura... Enfin, ouais, non, attends, j'arrive pas à avoir la fin de mon raisonnement. J'ai perdu le fil de mes idées. Mais bref, on essaye de déboussiérer le monde des médias, et ça fait très plaisir que tu nous dises que ça. Je l'ai remarqué, ok. C'est cool. Désolée, je me suis étalée. Il faudra couper au montage. Non, parce que je pense que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'image qui est peut-être un peu vieillotte, ou en tout cas très classique du journaliste typique belge. De plus en plus, j'ai vu sur Instagram plusieurs journalistes qui communiquent sur leurs articles qu'ils ont écrits, sur les sujets qu'ils sont en train de traiter. Et vous faites pareil sur votre Instagram. Vous communiquez aussi sur votre image. On sait qui est derrière. Pourquoi c'était important de faire ça? Et où vous mettez cette frontière entre moi en tant que personne, moi en tant que journaliste, et puis le Keysbot qui est presque à part entière? En fait, c'était super important pour nous que les jeunes qui nous suivent s'identifient. Parce qu'en fait, nous, on fait partie de notre public et que vraiment qu'on l'a pensé pour eux et qu'ils voient le travail derrière. Aussi, c'est un bot, donc on voulait que les gens comprennent que c'était pas automatisé, que c'était bien nous qui écrivions tous les jours l'actu. On envoie même nous-mêmes les notifications à 18, 19 et 20 heures. On appuie sur un bouton. Donc, ça, c'était pas voulu. Hein. Ça, c'est juste un petit problème technique. Quand tu veux être moderne, mais pas trop, quoi. Donc voilà, s'il y a des petits décalages, c'est normal. C'est parce que c'est manuel et qu'on est derrière. Et on voulait vraiment qu'il y ait un aspect communauté, qu'il y ait du lien entre nous et les jeunes, et qu'on ne soit pas derrière un mur, un robot... avec un aspect très technique. On voulait vraiment de l'humain, et je pense que ça fait vraiment partie de notre projet, cet aspect humain, et de pouvoir s'identifier, et, comme si on était un peu leur pote en fait.
Mhm. Et on a eu la réflexion de est-ce qu'on met nos comptes personnels, genre est-ce qu'on se tag, est-ce qu'on met on renvoie vers nos comptes perso. On l'a pas fait parce qu'on s'est dit on va séparer les choses et nos comptes sont toujours en privé, mais il y a vraiment cette page Keys où là on montre notre tête et, et on fait de l'info, on fait de l'info aussi en vidéo pour continuer dans cette démarche là quoi. Ok, là ça fait déjà plusieurs mois que Kissbot est créé, vous communiquez un peu partout, vous êtes invité un peu partout. Comment Keys vous a changé en tant que personne, en tant qu'étudiante, en tant que journaliste? La question est difficile, hein, je sais. Non, la question est difficile. Non, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais il faut... Bah, je pense que ça a vraiment donné un sens à ce qu'on faisait et pendant nos études, c'est vrai qu'on n'avait pas de retour, c'était un peu dans un sens et ici on a vraiment l'aspect retour, ça va vraiment dans les deux sens et je pense que si on arrive à avoir une utilité auprès des jeunes ou auprès des élèves, bah, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a atteint. Moi personnellement c'est un objectif personnel de me sentir utile en fait et je me sens utile avec Keys et peut-être que si j'avais fait un parcours plus classique, je me serais peut-être sentie un peu moins utile ou alors peut-être que j'aurais fait des choses plus classiques qui m'auraient moins convenu parce que le métier est quand même difficile et voilà, il y a beaucoup de contraintes au quotidien. Mais je vais rebondir. En fait, le fait que... Attendez, je sais plus ce que je voulais dire. Que tu voulais rebondir. Oui, mais... Ça rebondit, paf. Oui. Ça rebondit. Elle a raté le trampoline. Ok, je vais recommencer, mais juste, je vais bien réfléchir à ce que je voulais dire. Oui, donc je vais rebondir. En fait, le fait que on puisse être utile pour les jeunes, qu'il y ait cet intérêt pédagogique à notre projet, moi, je trouve que ça nous confère une certaine légitimité. Je ne sais pas si je me serais sentie aussi légitime si j'avais eu un parcours différent. Voilà, ça me donne confiance dans ce que je fais. Je me sens plus à l'aise. Et puis, je me suis rendu compte aussi que voilà, nos études sont en journalisme et peut-être qu'on s'attendait plus à faire du reportage, radio, télé, écrit, que sais-je. Et là, on se retrouve avec un projet entrepreneurial et jamais je n'aurais pensé que je me retrouverais là. C'est vrai que journalisme et entrepreneur, ça va pas directement ensemble. Voilà, et c'est vrai que c'est pas la première idée à laquelle on pense quand on fait journalisme, et pourtant, nous y voilà, et moi, ça me plaît bien. Et je trouve ça chouette, en fait, d'avoir des perspectives auxquelles je pensais pas du tout. Et donc, ça montre bien qu'au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie professionnelle, y a des opportunités qui s'offrent à nous auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc voilà, je trouve que c'est un côté rassurant, un côté excitant, et puis le fait de se lancer dans quelque chose de totalement inédit, même si ça peut faire un peu peur, puisque justement, c'est totalement l'inconnu, surtout qu'on sort des études, il y a un côté, voilà, je me sens à ma place là, dans ce que je fais. Oui, et l'aspect entrepreneurial, c'est aussi très enrichissant parce qu'on fait plein de choses, on est vraiment très multitâche. Je pense que c'est un bon apprentissage, même si finalement on fait autre chose plus tard. Je pense que ça nous servira un peu toute notre vie en fait. Ouais, l'entrepreneuriat nous apprend énormément sur nous-mêmes aussi. Je rejoins à 1000% mes collègues. J'aime bien dire le mot collègue, c'est marrant. Voilà. Donc c'est assez beau. Est-ce que vous auriez peut-être un message à faire passer aux jeunes qui sont encore aux études ou aux personnes qui viennent d'être diplômées, qui ont peut-être un projet, qui n'ont pas de projet, qui sont dans cette quête de légitimité que vous avez commencé à trouver maintenant avec Keys? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Déjà, si vous avez un projet, osez, lancez-vous. Vous posez pas mille questions. Nation, ça. Mais par contre, c'est vrai. Par contre, c'est vrai parce que on s'est posé 1000 questions. On n'était pas encore sortis des études, qu'on nous parlait déjà de l'après. On se demande, on n'est pas encore diplômé, on n'est pas du tout légitime. Et pourtant, on a osé, on s'est lancé. On en est là aujourd'hui. Et peu importe ce que deviendra Keys, dans tous les cas, on aura appris énormément de choses et on aura donné vie à notre projet de cours. Et voilà, moi je pense qu'il faut se lancer et pas se poser mes questions et bien s'entourer.
Ouais, c'est ça. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que bien s'entourer, c'est hyper important quand on se lance et qu'on est jeune. Nous, on a la chance d'être bien entourés à la RTBF et dans notre incubateur. Il y a plusieurs incubateurs en Wallonie, à Bruxelles. On a l'impression que c'est super compliqué d'y rentrer, pas du tout. Ils sont à la recherche souvent de projets innovants et justement toutes les questions qu'on se pose sur la création, par exemple, d'une structure juridique et tout, ben là, il y a des gens qui sont là pour nous aider aussi à avoir des financements et donc aller chercher de l'aide dans ces incubateurs et aussi dans plein d'autres lieux, mais ça, c'est pas mal, quoi, les incubateurs. Et alors, qu'est-ce que c'est la suite pour Keys ? Après fin avril, je sais que c'est plein d'inconnus, mais peut-être qu'est-ce que vous espérez avoir alors après fin avril ? Pouvoir en vivre, ça ce serait pas mal parce que pour le moment Keys, c'est du bénévolat, on y croit énormément et on est ravis de le faire tous les jours. Mais si un jour on peut en vivre, ne serait-ce qu'une partie de notre rémunération, ce serait quand même trop chouette, quoi. Et pouvoir travailler avec les écoles, je pense que c'est vraiment un point important auquel on tient. On espère trouver des pistes et pouvoir se lancer là-dedans aussi parce qu'il y a aussi un intérêt pédagogique. Enfin, ce serait vraiment une dimension en plus au projet qui serait vraiment super chouette pour nous. Voilà, donc on croise les doigts. Je croise les doigts pour vous. On arrive vers la fin de cet épisode. Je voulais quand même vous remercier pour votre gentillesse, d'avoir été si bienveillant et aussi facile à organiser. Je ne m'attendais pas à ce qu'on envoie un message, pouf, et on se retrouve ici à faire entre des vestes et des accessoires de cinéma. Mais merci beaucoup. Vous avez rendu l'information quand même beaucoup plus moderne et j'espère vraiment que ça va marcher parce que vous avez amené quelque chose qui manquait en Belgique. Parce que la Belgique est très classique dans ses journalistes. On a quelque chose de... Ouais, peut-être pas vieillot, je n'irai pas jusque-là, mais c'est quelque chose de très académique presque. Et vous avez amené quelque chose qui était nouveau, qui casse un peu les frontières et les barrières. Et je pense que c'est important de pouvoir, de temps en temps, un peu secouer une institution qui est là depuis si longtemps. Donc bravo pour ça et merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Et on arrive à la partie recommandations. Donc je vous laisse le micro pour les recos. Marine, t'en as 2. J'en ai 2. Je peux en donner 2 ? On va dire que ça remplace celle de Laure. J'espère qu'elle sera d'accord avec mes recommandations. Alors, j'ai une recommandation pour une série qui s'appelle Borgen. C'est une série danoise qui raconte l'histoire d'une femme qui monte en politique et qui devient première ministre du Danemark. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des similitudes entre le modèle danois et belge. Et si on a l'impression qu'une série danoise sur la politique, ça, c'est pas intéressant, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment passionnant. J'ai adoré cette série. Je l'ai regardée avec mes parents. Et toutes les générations aiment bien, quoi. Et alors, c'est dispo sur Netflix. Donc, c'est super accessible si vous avez Netflix. Et puis, la deuxième recommandation, c'est un reportage en plusieurs épisodes de Brut. C'est un reportage qui se passe à Paris, sur la colline du Crac. Et en fait, c'est vraiment un reportage en immersion d'une journaliste... c'est quoi encore son nom, Anouche ? Camille. De Camille comment ? Camille Courcy. Camille Courcy. Et franchement, la démarche de cette journaliste est super intéressante. Elle a vraiment été vivre... sur cette colline, elle a été prendre sa tente pour gagner la confiance des gens qui y vivent et elle a suivi une fille qui va essayer de sortir de ce milieu de dépendance et elle va en sortir le jour où elle tombe enceinte et c'est vraiment une super belle histoire. C'est vraiment formidable. Non, mais non, on l'apprend assez vite, quoi. Mais on l'apprend assez vite. Et cette fille a écrit un livre, il me semble. Après. Voilà, elle a écrit un livre. Vraiment trop belle histoire. Super travail journalistique. Alors moi, rien à voir avec le journalisme, pour le coup. C'est un compte Insta. En fait, c'est celui de ma cousine. Elle est illustratrice et elle fait des pépites. Donc c'est Margot Salmon. Margot avec AUX et Salmon SALMON. C'est des super belles illustrations. C'est tout poétique. Franchement, je vous invite à aller voir. Et alors, elle vend ces petites cartes. Trop beau. Ok, Margot Salmon. Et moi, c'est une institution culturelle, c'est à Mons, ça s'appelle Mars, Mons Art de la Scène. Et ils font vraiment des trucs super sympas, théâtre, musique, danse, même du cirque ou des événements plus gastronomiques.
Et il y a vraiment l'implication du citoyen en même temps et c'est vraiment super chouette. Et Mons, c'est une ville très culturelle, donc super chouette. Ok. Un grand merci, chers auditrices et chers auditeurs. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui sera toujours dans le thème du journalisme. Et voilà. Un grand merci et au revoir. Ciao. Merci. Merci.